Actualité suivante. Les compétitions sportives, loisirs en salle après les France. Des idées, des propositions. On a parlé tout à l'heure de Yann en tenue de geisha à la Coupe des Miss. On a parlé lors de la dernière émission des sirènes de l'Atlantique. Je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous faites ce genre d'activité-là? Je parle surtout à Pierre et à Harmonie qui ont une saison salle assez courte. Est-ce que vous faites un petit peu des tirs qui changent de la salle, enfin qui changent du blason concentrique, pour reprendre l'expression de nos amis québécois? Est-ce que vous faites voilà. Alors, nous, la salle reprend. Euh, Elle n'est pas si courte que ça, en fait. Elle va du mois d'octobre au mois de mars, hein, chez nous. Peut-être là, c'est le dernier week-end qualificatif qui s'est passé, c'est ça? Oui, Pour les France. Donc là, il va y arriver les championnats régionaux en salle. Ils sont pas encore faits. Et il y a les trophées des mix qui sont sur les week-ends des championnats de France. Donc c'est en loisir. Et après, le premier nature, il reprend le 15 mars, donc c'est pas si. Enfin, il n'y a pas non plus une période. Voilà, c'est pas. Enfin, moi, le nature, pour moi, il n'y a pas de pause quoi, entre la salle et le nature. d'accord. Je vais reprendre. Voilà. Déjà que les cercles, on les prend pas beaucoup en salle à l'entraînement. Alors, on va directement sur le blason animalier, même en salle en fait. Enfin, pour l'entraînement. D'accord. Au-delà de ça, on peut se poser la question de manière générale de la réussite des compétitions amicales, quelle que soit leur place dans le calendrier. Qu'elles dépendent qu'elles soient assimilées à une fédération ou à une autre. L'été dernier, j'étais en Lot-et-Garonne pour couvrir les sensibles, qui est un rassemblement pour le coup qui est lié à aucune fédération, qui est un rassemblement essentiellement autour du longbow. Il y a des recurves aussi, donc avec du parcours, avec des cibles ludiques, c'est sur tout un week-end. Pour le coup, ils fonctionnent une année sur deux, ils ont vraiment trouvé leur créneau, ils arrivent à réunir pas mal de monde. Il y avait plusieurs centaines de participants quand même. Un format comme la Coupe Davis aussi, ils ont réussi à bien se positionner et à avoir du monde. Je ne sais pas si c'est systématiquement évident, surtout sur des événements qui ont un petit peu d'envergure comme ça, d'arriver à bien se positionner et d'amener du monde. Est-ce que les archers sont prêts à se déplacer sur une compétition, à payer le déplacement, à payer les frais pour les droits d'inscription pour une compétition qui ne permet pas de se qualifier pour un championnat de France? Je pense qu'il faut vraiment que la compétition ait une identité qui soit très très forte pour arriver à drainer du monde, quoi. Et qu'elle propose quelque chose en plus, qui est le cas pour la Coupe Davis, qui est le cas pour les sensibles et pour d'autres compétitions. Après, je ne suis pas vraiment un spécialiste du sujet, mais à chaque fois, dans le cas de ces deux exemples-là, on a vraiment des compétitions qui offrent quelque chose en plus qu'une compétition dominicale ou même une compétition d'une un peu plus grande ampleur, mais qui est qualificative pour un championnat de France. Ouais. Mais je pensais, alors je l'ai jamais fait, mais Nico avait voulu m'emmener à la nuit de Diane. Mais c'est la même période de mémoire. Après, ça c'est. Ouais, mais c'était pas. Oui, c'est ça, c'est au mois d'avril, avril-mai. Ah, c'est si tard que Mais ça? c'est pas une compétition Ouais, c'était. En fait, c'est dehors et en pleine nuit, donc faut pas qu'il fasse trop froid quand même. D'accord. Après, il y a les amicaux. Et pour le coup, c'était pas de la compétition salle après, c'était vraiment. Il y a des amicaux qui se développent, c'est le 3D indoor aussi. Mais c'est une sacrée manutention pour mettre en place les cibles dans un gymnase et tout. Oui, mais alors Je note que c'est toujours plus simple que sur un parcours. C'est pas faux. J'ai vu des photos et je vois des photos régulièrement des 3D indoor. J'ai l'impression que c'est plein à craquer à chaque fois, en fait.
Oui, parce qu'en fait, les archers qui font du 3D nature veulent être dehors. Enfin, à la base, c'est leur saison, elle est dehors, quoi. La saison sale, t'as très peu d'archers de 3D nature qui font. S'ils font une saison sale, c'est pour garder du volume, quoi. Puis t'as l'impression que c'est plein à craquer, souvent c'est parce que les salles sont... Oui, mais quand je dis elles sont en plein à craquer, c'est que les mecs, ils ont aligné 12 cibles ou 15 cibles, et il y a des pelotons sur toutes les cibles. Donc Oui, tout à fait, non, la compétition, elle est pleine. Il y a même des parcours où il y avait indoor, où il y avait même plus de cibles que ça. Mais effectivement, comme le dit Harmonie, ça tombe à un moment en hiver où de toute façon, t'as pas grand chose d'autre à faire. Oui. Donc, comme en plus sont souvent des compétitions avec un aspect ludique qui est vraiment mis en avant, moi j'ai eu des compétitions où les gens étaient costumés, par exemple. Bon, à titre perso, c'est pas vraiment ma tasse de thé, mais je comprends tout à fait que ça puisse jouer aussi pour attirer pour attirer le monde, quoi. Et on est en plus, pour le coup, sur le 3D Indoor, vraiment sur une nouveauté encore aujourd'hui. Il y en a suffisamment peu pour qu'on ait ce sentiment de nouveauté et de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ah, mais, Et à mon sens, du coup, ça draine assez facilement du monde. dans ma jeunesse, j'avais fait, enfin, dans ma jeunesse, il y a 10-15 ans, on faisait avec les copains des 24 heures de tir à l'arc. C'était à cette période-là. On allait à Donge, on allait au fin fond de la Bretagne, Loudéac de mémoire. Voilà, on a même fait un 24 heures en Vendée en 2013. Voilà, c'est des super souvenirs. Bon, et Belfort fait sa 35e en 2024. oui, bah, alors, Belfort, c'est différent parce que Belfort, tu tires pendant 24 heures en équipe, mais tu tires de série et ton score est qualificatif. Oui, il y a des juste, arbitres et tout ça. Oui. c'est juste que tu as ce côté 24 heures qui ramène un challenge non négligeable, quoi. Et je suis désolé, Didier, si tu regardes cette vidéo, mais je n'ai plus le physique pour faire les 24 heures. On m'a inscrit. Hein. Imagine qu'on m'a inscrit pour faire des 24 heures de Belfort l'année prochaine. Ok. Je tire 10 flèches par mois et encore. Bon courage. Alors, 10 flèches par mois, t'es quasiment à plus de t'es à plus de 2 fois plus que moi sur l'année, si on fait le calcul. Je préfère ne pas répondre à cette question. Donc voilà, c'était une petite discussion justement là-dessus. On passe au point suivant où j'avais des choses à rajouter sur les compétitions qui fleurissent à droite à gauche pour s'amuser. Communication suivante. Communication de la FFTA sur les équipes de France paralympique. C'est moi où la Fédé communique énormément sur le sujet. Est-ce que c'est lié au fait qu'ils aient justement la partie handisport qui soit... alors Harmonie va me corriger tout de suite si je dis une bêtise. Para-archerie, voilà, donc c'est Pierre qui m'a corrigé. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre, hein, voilà. Mais oui, dans ma question, est-ce que ils communiquaient moins avant parce qu'ils s'en occupaient pas, malgré le fait que ce soit quand même du tir à l'arc? Pierre, vu que tu m'as corrigé, vas-y, je te laisse la parole. Alors, pour te répondre, est-ce que la Fédé communique beaucoup sur le tir à l'arc à cheval, par exemple? C'est du tir à l'arc? Oui. Bah non. Voilà. À partir du moment où ça dépendait de la Fédé handisport, effectivement, la Fédé communiquait très très peu sur le para-tir à l'arc. À l'époque, c'était le tir à l'arc handisport, et en soi, c'était assez logique, puisqu'ils n'avaient pas... Ils étaient assez peu impliqués, pour ne pas dire pas du tout impliqués dedans. Maintenant, effectivement, que la Fédé a la gestion du para-archerie, il communique beaucoup. Il communique d'autant plus que avec Guillaume Toucoulé notamment, on a énormément de chances de. C'est à mon sens une des plus grosses chances de médaille qu'on ait pour les jeux paralympiques et Jeux olympiques inclus, parce qu'il est autant à Tokyo il était encore un peu vert entre guillemets, autant là il a quand même beaucoup acquis en épaisseur, donc il y a quand même de bonnes chances de décrocher une médaille. Donc c'est normal que la Fédé communique beaucoup. Et à mon sens, c'est super intéressant parce que c'est aussi très inclusif.
Ce que je dirais aussi, c'est que la Fédé communique beaucoup sur le para-tir à l'arc, mais la Fédé communique, je trouve, depuis quelque temps, beaucoup en règle générale, et qu'il y a une équipe Ouais. qui communique sur les réseaux sociaux et qui est super dynamique. Et ça, c'est chouette. On n'a jamais autant vu de publications sur la sélection, même du collectif, par exemple. Sur la vie du collectif olympique, sur ce qui se passe. Enfin, là, il y a peut-être un remaniement dans l'équipe de com ou des directives un petit peu différentes, mais la Fédé communique beaucoup plus, comme disait Pierre, de façon générale, je trouve. Enfin, il y a des postes de la Fédé, si c'est pas tous les jours, c'est presque, quoi. Et une nouvelle génération qui arrive à la communication, quoi. Je sais pas si, enfin, je rebondis là-dessus, mais ils ont aussi communiqué sur l'équipe militaire, ce qu'ils ont jamais fait avant. Et je suis Non. pas sûr que l'équipe militaire fasse partie de la FFTA. C'est Après, pas ils le- ont parlé d'un partenariat. Je me rappelle, PJ avait fait un article dessus, comme quoi, enfin, voilà. Mais qu'il y avait un partenariat entre l'armée et puis la Fédé. Ce n'est Mais pas il y a marqué. il y a l'armée des champions, de toute façon. Oui, On a voilà, un c'est ça, certain nombre. l'armée des champions. Il y a Lisa, il y a Thomas qui font partie de l'armée des champions, ils sont militaires. Oui, mais alors clairement, on va faire Déjà. on va faire une émission sur l'armée des champions un jour où j'aurai compris le principe. Mais Si t'invites un général, invite-moi. je sais pas si j'inviterai un général un jour ici. C'est rigolo. Ça serait rigolo. Trouvez-moi un général qui a une sens de l'humour et on en rediscute. Non, mais dans la composition de l'équipe, il y a Romain Fichet, Mélodie Richard, Marion Bardari, Anaël Coupard, Raphaël Périraz, Guillaume Vasson, Éric Baudry. C'est l'équipe B qu'on avait perdue sur les. Et l'équipe de quoi, ça? Et Linda Koyak, les militaires. C'est les militaires. Et clairement, ça fait pas partie Alors, de la Fédé. dedans, il y a des noms de gens. Il y a des gens de noms qui sont pas. Il y a des noms de gens qui sont pas militaires dans ce que tu as Oui, dit. hein. c'est marqué dans leur sélection, là. Marion Bardari, elle n'est pas militaire, non? Non, mais attends, il y a un truc qu'on peut. Elle est en Marion quête. Coupard, elle n'est pas militaire. Marion marqué- Bardari, elle est marquée comme catégorie femme valide. Donc je suppose Femme qu'elle est valide, mais elle n'est militaire. pas SHND. En Je sais pas gros, comment mettre. Après, les gens ils peuvent prendre une licence à la Fédération de la Défense sans être militaire. Oui. Ni à la gendarmerie, ni je sais pas où. hein. j'avais fait une chronique justement sur les différentes fédérations et j'avais parlé de la fédération militaire, où c'était pour une fois des militaires qui ne se tiraient pas les uns sur les autres. Ils leur ont bien expliqué le principe des duels en tirant à l'arc. C'est ça. Par contre, je reviens au para. Du coup, parce qu'on a un peu zappé les paras. Oui. On continue à parler des militaires ou pas? Non, mais alors, Pierre, pour répondre à ta question, on reparlera des militaires le jour où on aura compris l'armée des champions et comment tout ça fonctionne. Parce que j'ai C'est parce que l'impression... Mélodie parlait des paras, c'est un mauvais jeu de mots tout ça. C'est harmonie. Oui, harmonie, pardon. On va militaire. Camelot, je vous dis, je suis Camelot, je suis avec une bande de pas break très loin aussi. avec Mélodie, il y avait... Vas-y, On harmonie. restait sur la thématique. Ma langue a penché, des excuses. Donc, je disais que avec la communication sur l'équipe de France para, j'essaye de comprendre en fait les catégories para. J'ai toujours pas tout compris. En Open, en W1, ouais, j'ai pas tout compris encore. Et puis encore moins sur la sélection en fait. J'ai pas compris qui avait fait des matchs avec qui en fait. Alors, si ça peut te rassurer, bien que j'en suis pas vraiment sûr, ça fait des années que j'écris sur le tir à l'arc en e-sport puis sur le para-archerie. J'ai pas encore tout compris au niveau des sélections, des classements, des classifications, d'autant plus qu'un archer peut évoluer au niveau de la classification en fonction de l'évolution de son handicap. Oui. Donc, c'est normal. Oui, mais ça complexifie encore plus le Schmidbeek, quoi. Non, mais je pense que le fait qu'il parle de l'équipe de France para tir à l'arc, ceux qui vont en internationaux, ça permet de développer vraiment de pouvoir en parler nous à notre niveau, avec un juste tireur du dimanche.
Et je pense que ça permet de faire une meilleure intégration des paras dans les compétitions, quoi. Complètement. Donc, en gros, il faut qu'on invite un général pour parler des militaires et quelqu'un qui connaisse le para pour nous expliquer les catégories de para. Il y a quelques années, j'avais interviewé un archer qui avait participé aux Invictus Games. Donc c'est Ben, oui. peut-être le lien entre le para-archerie et l'armée, Là, le 200. tir à l'arc des militaires. On va faire une émission 2 en 1. Damien, c'est Damien, hein. Il est pas justement. Il est pas dans Damien Lecul Oui, il y a pas. il est pas dans l'équipe il est pas dans il est l'équipe dans l'équipe. militaire. Non, mais pas dans l'équipe militaire, mais il est aux Invalides. Ah, j'ai Je pas sais pas, retrouvé. il Son club, a c'est celui validé, des ça c'est Invalides. sûr. Oui, mais son Paris SCINI, je suis allée chercher ce que c'était, le com club, et c'est celui des Invalides, je crois. D'accord. Bon voilà, on fait une émission, on passe pour des experts de tir à l'arc et on est incapable d'expliquer quelque chose. Mais c'est beau, ça montre toute C'est la le complexité, cercle du sportif. tir à l'arc. C'est le cercle sportif de l'Institution nationale des Invalides. Donc ça doit bien avoir un rapport avec l'armée quand même. Ouais, Non. après, est-ce qu'ils acceptent des personnes qui ne sont pas des militaires? C'est une autre question. Je me renseignerai, j'essaierai de prendre une licence là-bas. Est-ce que je sais pas si c'est déjà arrivé aussi pour je reviens sur Damien Le Tulle, c'est Le Tulle, hein. C'est qu'il a déjà fait les JO en valide aussi. Ouais, niveau storytelling, il y a un truc qui est vraiment chouette là derrière. Ouais. Et je suis pas sûre qu'il y a eu déjà quelqu'un qui ait fait les deux, quoi. En tir natation. arc. Je parle en tir à l'arc. Ouais, en tir à l'arc, à ma connaissance, en France, en tous les cas, il n'y a personne. À l'étranger, je n'ai entendu parler de personne, ce qui ne veut pas dire qu'il y ait personne. Oui, voilà, à ma c'est connaissance, ça. voilà, je sais que dans d'autres disciplines, en natation notamment, il y a une nageuse, il me semble qu'il y a une nageuse française qui fait les deux, si je dis pas de bêtises, qui a fait les deux du moins. Mais ça reste rare, ce qui est très bien pour les athlètes du reste. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas eu. Accident de la vie. Voilà, ouais. Et oui, de aller chercher des quotas aussi. Très important. Oui. On passe à l'activité suivante ou vous avez des choses à rajouter là-dessus? Non, c'est bon. Non. C'est bon? Oui, bon. Actualité suivante, je pense qu'elle elle fait parler depuis très longtemps. 600 en salle. On en est à 4 cette saison. La saison n'est pas finie. C'est quoi la suite? Il y en a eu plus que ça, non? Ah non, c'est pas le même 10, c'est ça. Il y a eu. Pas le même 10. Alors, il y a eu Pierre-Julien Deloche qui a fait 600. Bondy, ouais. À Bondy. Il y a 2 archers à Nîmes qui ont fait 600. Et Mike Schlosser qui a fait 600 à Taipei. Après, il y a des différences avec. Il faut faire attention parce que, par exemple, à Vegas, c'est pas les mêmes 10, c'est ça? Si je me trompe pas. C'est pas la même taille des 10. Ça dépend Là, des résultats. tous les Mais après, Taipei ou Nîmes, c'est la même chose que Bondy, par exemple, au niveau de la taille. Tous les 600 qui ont été faits sont des vrais 600 officiels de 10 poulies, comme on peut trouver chaque dimanche à côté de chez soi. Oui, parce que là, par exemple, Nico Girard, il a fait 900, mais c'est sur un gros 10. Je pense que Mais ils vont pas pouvoir je pense qu'il y a une réflexion peut-être au niveau des instances qui est en train de se mettre en place pour essayer de réfléchir comment est-ce qu'ils peuvent augmenter la difficulté pour les peut-être pour les poulies, quoi, parce que ça devient très très serré à un moment de les départager. De la même manière qu'ils ont changé, qu'ils ont fait une vraie discipline pour le tir en extérieur avec des vraies spécificités de taille de blason et de distance.
qu'il se réfléchit pas à une façon de réfléchir ou à un 10 plus petit ou à faire Des une flèches zone plus avec 2 petites. points différents. Je sais pas, il va Vous falloir trouver voulez, quelque vous chose. voulez, vous voulez faire tirer plus près, comme en extérieur? Non, ça serait contre-productif. Ou des flèches plus petites. Enfin, je sais pas, moi, j'ai appris il y a pas longtemps que le 10, en fait, si tu touchais le 10 classique, c'est que tu pouvais pas être dans le 10 pouli. En fait, tu as 9,3 mm en fait entre le cordon du 9 et le cordon du... Enfin, entre le cordon du 10 classique et le cordon du 10 poulie. Donc tu ne peux pas toucher les deux en même temps, puisque ton tube réglementairement doit faire maximum 9,3. Oui, 9,3. Peut-être descendre les tailles des tubes aussi, parce qu'il y a peut-être beaucoup de cordons. Bah, est-ce que les poulies vont accepter de tirer plus léger? Je sais pas. Faire, je sais pas, les faire Sachant tirer que ça coche-pied, a déjà été réduit. leur bander les yeux. Faut innover. Alors, il y a 2 ans, en 2021, la World Archery avait proposé justement de lancer une étude au sein de la World Archery pour revoir ce système-là, essayer de trouver une solution. Et la majorité de l'Assemblée générale de la World Archery a refusé qu'on étudie la proposition. Voilà. Bah, Après, il y a est-ce 2 que ans. le format Vegas fait moins de 600 que le format Trispot, ou est-ce qu'il y a une différence là-dessus? On pourrait très bien dire que les poulies, en fait, ils font 3 séries au lieu d'en faire que 2, hein. Et faire donc d'aller chercher Ça, 900. Mais ça rendrait beaucoup trop compliqué l'organisation de concours. Bah, pareil avec les distances différentes. Après, la question, c'est est-ce que c'est pour le moment un véritable Aussi, problème? oui. Parce qu'une compétition comme Nîmes, qui draine énormément de monde, on a 600 seulement. En soi, Oui, mais quand tu vois le nombre ils de les ont 900 qu'il y a, différenciés par. quand on voit le Ils les nombre ont de différenciés. 900 qu'il y a à Vegas, il y en a beaucoup plus. Je pense qu'on a peut-être encore de la marge de manœuvre. Moi, le problème, c'est qu'ils les différencient par leur, En fait, il y a une. par leur nom, quoi. non. Par leur âge. Enfin, je sais pas, mais c'est. Les deux 600, ils les ont différenciés, mais peut-être pas par le nombre de points, quoi. Je te retrouve le truc parce que j'ai fait des recherches justement sur comment... Je joue à pile ou face. Je crois que c'est ça en fait. Je crois que c'est à pile ou face, à savoir lequel est premier, lequel est deuxième. De toute façon, en Après, soi, il y a une question aussi de. sur les duels, ils se retrouvent pas de toute façon. Vas-y. Et si le premier et le deuxième, ils tirent pas l'un contre l'autre en duel. Oui, c'est vrai. Donc, Non, ils se retrouvent pas, mais qui compte tombe le dernier et qui compte contre l'avant-dernier vient le déterminer à un moment donné, ça peut jouer tout la sortie. Hein. Regarde, je mange son nom, mais justement à Nîmes, il s'est passé quand même quelque chose d'assez particulier. C'est qu'il y a un des jeunes, je pense un petit, vas-y. Il y a de l'écho. qui a fait 600, qui a fait que des 10. Son concours, que des 10, que des 10, que des 10. Il a fait 150 sur 150 à tous ses matchs. Voilà, et qui se fait sortir quand même en quart de finale de mémoire. Sur un 10 de barrage qui était moins beau que le 10 de l'autre, quoi. Donc le fait d'être en capacité de faire une performance parfaite et de ne pas pouvoir gagner. La réponse, c'est que le premier et le deuxième, comme dans notre cas à Nîmes, là, sont départagés au nombre de 10. Au nombre de 10. Sont départagés à pile ou face. Donc là, il y en a 2, ils sont départagés à pile ou face. Imaginez, il y en a 3, on fait comment? Il faut trouver une pièce à 3 faces? Bah. Non, mais sérieusement, dans quelques années, je vais sortir mon dé de 20 pour aller arbitrer. Enfin, il y a un moment, si j'ai 15 mecs qui font 600, voilà quoi. Qui tu vas rencontrer, que tu sois premier ou deuxième, tu vas pas rencontrer ton arbre de match sera différent par la suite, donc c'est important. Après, au-delà de pouvoir départager des archers, ce qui arrive quand même extrêmement rarement, de pouvoir départager des archers qui ont fait 600. Après,
Tu as le même problème, comment est-ce que tu départages, des archers qui ont fait, 599? Mmh. Au nombre de 10 ou au nombre de 9? Ouais, pile ou Donc face. c'est le problème se pose déjà même si mais le problème se pose déjà même si c'est pas des archers, sur du très haut niveau, même si c'est pas des archers qui font le score parfait, le problème peut se poser là. Après il y a se pose aussi la question à ce moment-là une espèce de notoriété et de communication, ben, là pour l'instant, il peut pas y avoir de nouveaux records, arc à poulie. Alors, PJ a une, j'ai Et toujours pas trouvé ça, c'est une autre question. PJ a un nouveau record puisqu'en fait, c'est le premier S2 à faire 600. Mais Non, mais Alors ça, que lui, il a un record perso en France. Aujourd'hui, il peut pas y avoir de nouveaux records du monde, en arc à poulie. Ça n'est pas possible. alors que aujourd'hui, du côté des Berbos, par exemple, il y a une marge de progression qui est nettement plus importante. c'est ça. Mais aujourd'hui, le 600, il est atteint par 2 Français, un Hollandais et un Danois. Très Ça européen. Oui? C'est quand même Mmh. très européen, le 600. Est-ce que les Coréens se sont mis putain, j'en ai ma claque? C'est ce qu'ont dit les Coréens? Oui, mais parce qu'ils arrivent pas à avoir le, Les ils arrivent Coré pas à avoir le record, les Coréens, donc Et, les Coréens ne font toujours pas 600 en salle en poulie. Les Américains, qui sont quand même très poulies, ne font toujours pas 600 non plus. et d'après vous, est-ce que vous pensez que les Indiens vont arriver à 600 en mission? Transition. Quelle est la première très belle transition sur le prochain pour le prochain sujet, mais ouais, il va falloir que j'intervertisse 2 sujets pour faire ta transition. Mais non, mais quelle sera la première justement? Est-ce que ça sera les Chinois? Est-ce que ça sera les Indiens? Est-ce que ça sera les Coréens qui feront 600 en premier sur le continent asiatique? C'est une très bonne question. Donc Et sur voilà. les continents américains, les Mexicains, Les les Mexicains. Mexicaines, le Mexique, la Colombie, les USA. Ça va, les Canadiens pour l'instant, ils sont pas trop dans ce sujet-là. Mais ça me ferait beaucoup rigoler, tu vois, que ça soit sur le continent américain, que ça soit ou même sur le continent asiatique, que ça soit un pays qu'on n'attend pas du tout, en fait. Ouais. Que ça soit un Japonais qui fasse le premier 600 en arc à poulie en Asie, ça m'éclaterait personnellement beaucoup. Mais voilà. Il y aurait peut-être plus de chances que ce soit un Iranien, non? Un peu meilleur. En poulie, je sais pas. Je sais pas. Un Je peux pas te Kazakh. dire. Ça serait rigolo. Bon, transition parfaite sur l'actualité suivante. Le tir à l'arc indien. Donc je parle bien du tir à l'arc du pays l'Inde, qui se trouve en Asie. Si tu arrives à couper le hockey, non, je vais la refaire. Transition parfaite sur le prochain sujet, la prochaine actualité. Justement, le tir à l'arc en Inde. Les Indiens sont en train de sortir. On voit de plus en plus de records qui tombent dans ces pays-là, d'archers qui sortent un petit peu, je vais dire, du lot. Voilà. Je vais demander qui veut commencer sur ce sujet-là. Bah, moi, je suis surprise en fait parce qu'il n'y a pas si longtemps, enfin, il y a peut-être si longtemps, il y a peut-être quelques années, la fédération indienne, elle avait été suspendue quand même par la World Archery, quoi. Donc après, ça a rien je pense que ça n'a rien à voir au niveau sportif, mais c'était pas dans les Premières Nations il y a 5 ans, quoi. On les a vus arriver en fait sur les Coupes du Monde où ça commençait un petit peu à faire des points, à être connu. On a un reportage justement sur... J'oublie toujours son nom sur Netflix, voilà. Deepika Kumari. Voilà, je vous Deepika remercie. Kumari. Cette émission n'est pas sponsorisée par Netflix non plus.
Je vais la faire à chaque fois, hein. Mais là, vous prenez le site de la World Archery, vous avez des actualités sur des Indiens qui ont le prix Arjuna. Il y a Swami qui est nominé pour les prix des Jeux mondiaux. Voilà, enfin, les athlètes, Il y des en athlètes a de une qui a l'année, eu c'est pareil, il y a une Magnus. Indienne dans le lot. Enfin, j'ai vraiment l'impression en fait que les Indiens, et puis c'est un Indien qui, je vais peut-être dire une bêtise, mais c'est un Indien qui sort Mike Schlosser en fait à Taipei. Donc ouais, c'est ça, c'est un Indien. Donc voilà, je voulais avoir un petit peu votre avis sur cette actualité de début d'année. Enfin, on est début d'année. On est début décembre jusqu'à aujourd'hui, on enregistre, on est le 5 février. Mais en gros, les Indiens arrivent en force. Est-ce que les Indiens sont les nouveaux Coréens? Est-ce que c'est les Coréens du poulie? Enfin, voilà, c'était un petit peu votre actualité, parce qu'ils sont présents aussi bien en valide qu'en handisport, pour rebondir sur l'actualité d'avant. Donc voilà. C'est pas bien de vouloir rebondir sur un para-archer. Les para-archers, ils vont les tirer aux invalides, au JO de Paris. Alors tu sais, niveau jeu de mots pourri, On peut y aller. Non, de manière plus sérieuse, il y a a priori une véritable volonté politique en Inde. Est-ce que c'est au niveau fédéral, mais au niveau politique, donc au niveau gouvernemental, de développer le sport, développer aussi le tir à l'arc. Et ça fait Deepika Kumari, ça fait quand même un petit moment maintenant, ça fait 5-6 ans au moins qu'on la voit. Elle a d'ailleurs maintenant du circuit. Son mari est un archer aussi. Et puis ils se donnent les moyens. Enfin voilà, pour l'Arcapouli, ils ont recruté Sergio Pani comme coach. Donc voilà, du reste, les Coréens se sont donné les moyens aussi, puisqu'ils ont. J'ai mangé son nom, l'américain. Donc coach en Arcapouli. Oui, je vois, mais j'arrive pas à le retrouver. Qui a gagné à plusieurs reprises à Nîmes. Alors pendant que vous cherchez, je vais vous rappeler quand même qu'en France, on est rendu à notre deuxième Coréen. Le premier, il n'a pas fait ramener tant de médailles que ça en fait aux Français, hein. Donc c'est pas parce que vous ramenez un champion que forcément en tant qu'entraîneur que vous ramenez des médailles, hein. Non, mais ça veut dire qu'il y a quand même une. Non, mais il y a une volonté. une volonté Il y a une volonté des derrière. instances. C'est Réo Oui. Wild. Après, en Ouais, France, voilà. le problème de la France vient peut-être de la volonté des archers de suivre les consignes du recruté. J'ai été très surprise par les mots de Lisa Berbelin dans un interview là-dessus. Bérangère Chou disait que il y avait un problème de communication à l'époque où elle demandait en fait au coach de lui expliquer pourquoi il lui demandait tel exercice ou il lui demandait tel point ou chose comme ça. Et lui disait, fais, aie confiance en moi. Et elle disait, mais on avait un mal en fait fou à accepter les yeux fermés en fait de faire ce que le coach nous demandait. Et je pense que les Français ont besoin de comprendre. Je retrouve pas, j'ai son livre à la maison, le coach qui est coréen, qui est parti aussi en Australie, qui a ramené une médaille pendant les JO de Sydney, voilà, c'est ça. Total Archery, donc qui ne sponsorise pas cette émission non plus. Non, mais voilà. De quoi, Harmonie? Non, je cherchais son nom, c'est pas grave. Mais C'est Kissy Cliff. Voilà, qui c'est qui voilà. Je l'ai lu sur la couverture du bouquin. Hein. Oui, non, mais il me manque un cas. Voilà, vous m'avez coupé là avec vos bêtises, je sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà, en gros, on en est là. Ça bosse, il y a la volonté, et puis est-ce que justement c'est capable de suivre derrière pour pouvoir avancer et faire le schmilblick, quoi. Et je crois que les poulies en Inde, ils sont pros aussi. Ils travaillent. Ils sont payés pour tirer, quoi. Oui. Après, en France, les archers ne travaillent pas à côté.
Enfin, si, Jean-Charles Les Valadon plis, travaille à ils côté. sont pris, mais... Et Non, puis, mais Jean-Charles Valadon, il travaille il fait à la côté. représentation de temps en autre, ouais. Oui, mais... Il travaille à Pont-Sarcheuil, mais il est effectivement assez peu présent. Mais là, tu mélanges les torchons et les serviettes. L'arc classique, c'est pas du tout la même chose que Il est l'arc là. poulie. Oui, Ne serait-ce qu'en termes d'accès à l'entraînement, voilà, les arcs classiques, ils bénéficient de l'INSEP, ce qui n'est pas le cas des arcs à poulie. Mm. Et ça, c'est une grosse différence. Et après, si effectivement, comme le dit Harmonie, les Indiens sont pros, voilà, ça permet de dégager beaucoup plus de temps et il y a probablement des infrastructures. Ça, je parle beaucoup au conditionnel parce que j'en sais pas grand-chose en fait au final. Mais s'il y a une volonté derrière et que bah, il y a la volonté de faire venir un coach, ça veut dire que les archers se retrouvent à intervalles réguliers pour tirer sous la règle d'un coach. Ça veut dire qu'il y a probablement des médecins, qu'il y a du monde derrière et qu'il y a un encadrement qui permet aussi de progresser. je Il y a une propose vraie qu'on démarche et des vrais moyens derrière Donc après, ça peut pour que fonctionner les ou ne archers pas poulies fonctionner. ou que les archers indiens soient. Mais voilà, il y a une démarche, quoi. Vas-y, Nico, parle. Non, mais c'est justement, c'est pour aller dans le sens de Pierre. C'est qu'il y a une vraie démarche et au-delà d'une simple démarche, il y a des vrais moyens et une vraie infrastructure et des vraies choses mises en place. De faire venir un coach, de rendre des sportifs professionnels et que c'est leur métier de s'entraîner. Pour un pays comme l'Inde, je pense que c'est un sacré investissement. Et du coup, voilà, on est au-delà d'une simple volonté d'eux. Il y a vraiment des choses mises en place pour que ça ait lieu, quoi. Oui, non, mais complètement. Donc voilà. L'avenir nous dira ce que l'Inde, est-ce que l'Inde, enfin, je vais pas dire devient une grande nation du tir à l'arc parce que ça l'est déjà à mes yeux, mais j'attends de voir la suite. Je suis très curieux. Et il y a une longue tradition du tir à l'arc en Inde. Bon, on va trouver un sponsor, Pierre, et on va partir faire un reportage en Inde sur le tir à l'arc. Je peux choisir mon pays, c'est pas l'Inde auquel je penserais forcément employer. Non, mais c'est par rapport au sujet. Mais, d'accord. Bah, c'est pas grave. Non, mais Pierre veut pas y aller. Moi, je viens, moi. Ok, j'irai avec Nico en Inde et Pierre, tu m'expliqueras quel pays tu veux aller. Peut-être que je t'accompagne. On peut aller en Corée si tu veux. Un petit peu plus au nord, il y a le Bhoutan, c'est chouette. Je suis sûr que c'est Il y a intéressant. même des compétitions au Népal. Hein. Ouais. J'ai même trouvé une compétition au Népal de tir à l'arc. Ouais, j'ai été à... quoi, il y a du tir à l'arc partout. J'ai été à San Francisco, il y a un arc, il y a une sculpture d'arc sur le port de San Francisco, hein, donc et quand vous allez à côté du Golden Gate, il y a le terrain de tir à l'arc d'entraînement du club de San Francisco. Donc et je suis tombé dessus par hasard. Hein. Et quand tu vas à Rieux-Volvestre dans les Hautes-Pyrénées, il y a un rond-point en forme de papoguet pour le tir à la perche. Ah ouais. Dans les Pyrénées? Ouais, c'est une curiosité. Ils font du tir à la perche. Ça fait des années que je veux y aller pour Tir à l'arc magazine et puis que j'oublie, ou je suis pas disponible. Mais il y a vraiment il y a une grosse manifestation, il y a un défilé, ce sont les locaux qui tirent. Il y a pas, ils fabriquent leurs arcs, ils fabriquent leurs flèches pour tirer. Il y a une élection du roi, il y a ou de l'empereur, je sais plus, j'ai plus les termes après en tête. Il y a un jeune qui remporte aussi. C'est assez. On ira faire un reportage là-bas aussi.